Bonjour, je m'appelle Oumi Regina Sambou et nous vous recevons aujourd'hui dans le podcast consacré au programme IRA, le programme IRA du LASPAD, le laboratoire d'analyse des sociétés de pouvoir Afrique Diaspora, de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est un programme en collaboration avec le CRDI et aujourd'hui nous recevons Madame Mampenda Ba, qui est le chercheur principal du programme. Mampenda Ba, bonjour. Bonjour Regina. Vous avez coordonné la cartographie des centres d'hébergement. D'abord, que révèlent les résultats de cette cartographie? Beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements. Je voudrais d'abord préciser que la cartographie avait pour objectif d'identifier, mais aussi de localiser et de regarder de très près le fonctionnement de tous les centres. Les centres qui hébergent les filles et femmes victimes de violences basées sur le genre, notamment les violences sexuelles, les violences psychologiques, les violences émotionnelles, mais aussi les violences économiques. Nous avons eu des résultats absolument intéressants et d'une manière générale, je voudrais préciser que la situation que nous avons découverte en réalité est extrêmement alarmante. Nous avons ainsi pu montrer à travers cette cartographie que le Sénégal, le pays dans son ensemble, dispose uniquement de 28 structures qui hébergent les filles et les femmes victimes de violences basées sur le genre. 28 centres dont près du tiers qui sont situés dans la région de Dakar et le reste donc un peu moins d'une vingtaine de centres qui sont distribués au niveau national. Nous avons 4 régions qui n'ont absolument pas de structure d'hébergement pour ces personnes victimes de violences basées sur le genre. Il s'agit des régions de Matam, de Diourbel, de Kaffrine et de Sédhiou qui ne disposent d'aucune structure pour héberger les filles et les femmes victimes de violences. Je voudrais insister sur un point important. Nous avons au Sénégal cette tranche d'âge 15-19 ans est extrêmement importante pour nous parce que c'est une population de 826 000 adolescentes et nous savons, grâce aux statistiques de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, qu'une adolescente sur 10 a été ou sera victime de violences basées sur le genre, notamment viol, attouchement ou harcèlement sexuel. Nous avons donc une population projetée, estimée à 86 000 adolescentes qui seront victimes de VBG dans le pays. Ces chiffres sont extrêmement alarmants parce que nous n'avons pas de dispositif de prise en charge holistique, systématique, capable de les protéger toutes. Et c'est dans ce contexte-là de données, encore une fois, alarmantes et d'une sorte de rareté de ces ressources d'hébergement que nous avons conduit cette étude qui est une étude de référence, une baseline, pour essayer de voir, en fait, ce que nous avons dans le pays comme dispositif, encore une fois, d'hébergement et de soutien envers cette population de victimes survivantes. Et ce que nous avons observé, c'est au-delà de la rareté des centres, c'est beaucoup de paradoxes. Le premier paradoxe est celui d'une sorte de retrait, si je peux m'exprimer ainsi, de retrait de l'État et des collectivités locales relativement à la question de l'hébergement des centres. Nous avons déjà, vous le savez, une politique nationale, une stratégie nationale d'égalité et d'équité de genre qui parle très peu, pour ne pas dire pas du tout, de la question de l'hébergement comme modalité de prise en charge. On parle de beaucoup de choses. C'est une politique qui est extrêmement intéressante et vigoureuse, mais elle ne va pas au bout de ce mécanisme-là qui est l'hébergement. Le retrait de l'État, parce que dans la stratégie, l'hébergement n'est pas un mécanisme fort. Retrait de l'État parce que nous observons en réalité une prédominance claire des associations et des ONG dans la fondation, la création et la gestion de ces centres. Plus de 75% des centres sont des centres gérés par des associations, donc ont un statut privé. L'État ne gère en réalité que 7 centres, je précise bien 7 centres qui hébergent les filles et les femmes victimes de VBG. Et d'une manière générale, il s'agit des centres de premier accueil, les CPA. Et il y a là, de ce point de vue, aussi une action qui est attendue de l'État, mais pas seulement de l'État, je dirais aussi des collectivités territoriales, notamment des départements, qui ont des compétences transférées en matière de prise en charge d'infrastructures socio-éducatives. C'est leur responsabilité, mais nous voyons sur le terrain que les départements ne financent et ne soutiennent aucun centre d'hébergement. Il y a vraiment là une action étatique à renforcer de manière très forte. Et c'est un paradoxe, parce qu'il s'agit de Sénégalaises essentiellement, et on se serait attendu à ce que l'action de l'État soit une action ici centrale. Ce n'est pas le cas, c'est davantage l'action des associations. Conséquemment, le financement aussi est un financement qui
est tout à fait extraverti. Les centres, pour leur fonctionnement, dépendent essentiellement de partenaires techniques et financiers étrangers, ce qui les met dans une situation à la fois de dépendance et de précarité, parce qu'il suffit qu'un partenaire arrête de financer un centre pour que ce centre soit dans une situation d'extrême vulnérabilité et ne puisse pas remplir ses missions correctement. La question de la budgétisation basée sur le genre, d'une approche sensible au genre dans les politiques et les stratégies, qu'elles soient nationales ou locales, me semble être quelque chose d'extrêmement important. Et je pense que les départements doivent être sensibilisés à cette question-là. Nous avons aussi observé un autre paradoxe, qui est celui-ci. Je viens d'insister sur le fait que nous avons finalement très peu de centres. 28 centres au niveau national, 4 régions qui n'ont pas de centre. Et pourtant, nous avons observé quelque chose d'assez énigmatique, qui est que aucun des centres que nous avons étudiés n'arrive à utiliser la totalité de sa capacité d'hébergement. Ça veut dire tout simplement que nous avons observé que plus de la moitié des centres sont sous-utilisés. Il y a un déficit d'utilisation chronique des centres, et ce qui a posé une vraie question à l'ensemble des chercheurs de cette équipe, parce que nous n'arrivions pas à comprendre cette contradiction qui consiste à dire qu'il n'y a pas suffisamment et à voir qu'il n'y a pas suffisamment de centres. Une autre contradiction révélée par les études récentes qui montre qu'il y a une hausse généralisée des violences basées sur le genre. Tous les corps de métier impliqués dans la chaîne de prise en charge, que ce soit les prestataires de santé, que ce soit les agents judiciaires, que ce soit les travailleurs sociaux, tout le monde est unanime à reconnaître qu'on a un plus grand nombre de cas de viol, et jusqu'à l'étude de l'Association des juristes sénégalaises qui date de 2022, qui est très récente et qui montre que on a eu une hausse de plus de 12% des cas de violence basés sur le genre durant la pandémie de la Covid. Nos propres recherches nous ont conduit au même constat. Donc c'est vraiment le nœud du problème, une hausse des cas de VBG, une population importante d'adolescentes, ici seulement 86 000, mais aussi de femmes victimes, une rareté des centres et pourtant un déficit d'utilisation des lits. Et en creusant ce paradoxe et en discutant avec l'ensemble des parties prenantes, celles que je viens de citer, mais aussi les premières concernées, c'est-à-dire les victimes et leurs familles, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui revient de manière très forte dans le discours des victimes survivantes, qui consiste à dire que dans l'arbitrage, lorsque survient un épisode, un cas de violence basée sur le genre, les arbitrages individuels et familiaux vont davantage dans le sens du nëpp-nëppal, du masla, de la suture, de nëbb, plutôt que de la dénonciation publique. Et en cherchant à creuser davantage pourquoi il était raisonnable pour ces familles et ces individus de ne pas dénoncer, alors que la plupart du temps, le bourreau est dans le cercle proche, c'est quelqu'un qui est dans la famille, c'est un cousin, c'est un voisin, c'est un tuteur, c'est parfois même un enseignant. Pourquoi est-ce qu'on ne dénonçait pas? Parce que la proximité rend effectif la répétition. Les bourreaux qui sont proches sont des bourreaux qui ont tendance à répéter la violence. Et donc, on a des cas de VBG qui sont d'autant plus douloureuses que ce sont des violences basées sur le genre qui se répètent. Il ne s'agit pas d'un viol, il s'agit parfois, surtout dans les cas d'inceste et de pédophilie, des cas qui se répètent chez la victime. Et en cherchant à comprendre quand même pourquoi les victimes refusaient de dénoncer, la peur de la stigmatisation, la peur de déchirer le tissu familial, puisque la personne est proche, c'est un cousin, c'est un oncle, c'est etc., c'est un voisin. La peur de déchirer le tissu familial, le tissu social, la stigmatisation très forte et surtout l'absence de protection judiciaire et médiatique, parce qu'on se retrouve dans une société dans laquelle la victime est coupable, parce que forcément elle s'est habillée, parce qu'elle a aguiché, parce que etc. Et ce retournement de situation qui fait de la victime et des proches, en général la mère de la victime, finalement les responsables de ce qui leur est arrivé, fait que finalement on préfère ne rien dire pour préserver l'image, la réputation, ne pas être dans un cycle de scandale, ne pas être exposé aux médias, ne pas être dans ces allers-retours dans les tribunaux pour finalement ne pas savoir s'il y aura réparation effective, etc. Le coût de la dénonciation au Sénégal est tellement lourd et multidimensionnellement lourd que les victimes préfèrent garder leur trauma, vivre avec leur trauma, être des personnes éternellement déchirées et essayer de survivre littéralement et trouver des remèdes personnels plutôt que de s'exposer. Et je pense qu'il y a là quelque chose de très fort. Et c'est ce qui explique que les centres ne sont pas peuplés parce que les parents, parce que les proches refusent de s'exposer. Et aller dans un centre, c'est montrer que quelque chose ne va pas, c'est dire, c'est mettre en mots la violence qui vous est arrivée,
et que paradoxalement nous ne sommes pas prêts à prendre en charge. C'est de ce point de vue, il y a tout un travail à faire sur la question du neupel, de ce que, comme société, nous sommes prêts à dire, à assumer, le type d'approche dans la réponse par rapport au VBG. Et je crois que c'est très important, cette question de la dénonciation, du consentement, d'avoir une réflexion collective là-dessus, parce que on ne pourra pas éternellement cacher la question des VBG là-bas, loin, dans un coin, dans le noir, et ne pas en parler, parce que nous avons une population jeune. J'ai dit 1,8 million, plus d'1,8 million d'adolescentes, l'équivalent en adolescents, sans parler des jeunes hommes, les plus de 19 ans et les jeunes femmes de plus de 19 ans. Et donc, une question que nous devons, en tant que société, encore une fois, prendre à bras le corps et voir comment nous la traitons décemment, dignement, en pensant d'abord et surtout et presque toujours d'abord aux victimes et aux proches des victimes. Quelles sont les recommandations issues de ces travaux? Les recommandations très claires. La première consisterait à déjà mettre en réseau les responsables des centres et les centres, parce que nous sommes aussi dans cet autre paradoxe. Il y a un déficit d'information formidable dans ce pays. Les premières concernées, c'est-à-dire les victimes potentielles, les adolescentes, ne connaissent pas l'existence de ces centres-là. Les autres centres ne connaissent pas les centres qui ne sont pas les leurs et les bonnes pratiques qui y ont cours. C'est pourquoi nous avons mis en place aussi cette recherche sur les bonnes pratiques pour pouvoir les partager, les disséminer et capaciter les centres. Les centres, encore une fois, ayant très peu de ressources, doivent se mettre ensemble pour avoir un plaidoyer fort auprès des parlementaires, auprès des départements, les élus, les conseillères départementales. Nous sommes dans un contexte de parité politique. Je pense que c'est extrêmement important que nous ayons des politiques publiques sensibles au genre, sensibles aux femmes, une budgétisation sensible aux femmes. Et ce travail de sensibilisation des élus locaux, mais aussi des parlementaires, c'est quelque chose qui me semble tout à fait fondamental. Je pense aussi que ce que révèle cette étude, c'est la nécessité de ne pas décider à la place des adolescentes et des jeunes, parce que dans notre société, nous considérons que la légitimité à parler est liée fortement à l'âge et voire jusqu'à présent au genre. Les hommes d'un certain âge sont plus habilités à s'exprimer qu'eux. Alors qu'ici, je pense que c'est très important de centrer les adolescentes et les adolescents, d'avoir une politique d'éducation sur la santé de la reproduction et la santé sexuelle qui soit à la fois ancrée dans nos cultures, dans nos valeurs, dans nos manières de dire et de faire les choses, mais qui soit aussi une politique vigoureuse et responsable. Il y a des choses qu'une adolescente doit savoir sur son corps pour pouvoir précisément la protéger. Il y a des choses que les adolescents hommes doivent aussi savoir. Je pense que l'éducation à la santé de la reproduction, aux violences basées sur le genre, c'est quelque chose qui est très important. Nous devons trouver les modalités en tant que Sénégalais, d'avoir un modèle sénégalais, d'approcher ces choses-là. Mais nous ne pouvons pas nous payer le luxe de ne pas le faire, parce que sinon, l'éducation se fera via Internet, via les réseaux sociaux, et Dieu seul sait quelles en seront les conséquences. Merci beaucoup, Mme Pendaba. Je rappelle que vous êtes chercheur principal du programme IRA de l'ASPAD, Laboratoire d'analyse des sociétés de pouvoir Afrique Diaspora de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, en collaboration avec le CRDI. Merci de nous avoir suivis.